Et là, à l'Université McGill, bien sûr, il faut en parler. L'Université McGill, là commence une grande aventure pour moi et qui va avoir des conséquences pendant longtemps dans ma vie. D'abord, on se rencontre, je pense au mois de novembre, je me présente. Si je dis ça, c'est pas une raison très, très précise, parce que Bernard, par la suite, n'avait jamais oublié, il avait toujours noté la date précise où on s'était rencontrés. Mais je suis un étudiant qui se présente à Bernard Arcan et qui dit j'ai besoin d'un directeur de thèse pour ma thèse, puis je soumets tout ça. Il dit je vais étudier ça, etc. On se donne un autre rendez-vous, puis il me regarde, puis il me dit il était passionné. Il était passionné. Il me dit il faut faire ça. Puis je vais t'appuyer, puis je vais t'accompagner, puis il faut faire ça. C'était la première fois que quelqu'un là, disait envoie, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Et il a été formidable pendant tout le temps. Il m'a accompagné tout le temps jusqu'à la soutenance et il m'a sauvé même un peu la peau à la soutenance parce que ça a été très dur à la soutenance parce que j'avais un jury adverse, là, adversaire, un jury qui ne trouvait pas trop drôle parce que la thèse était challengeait la méthodologie et l'académie un peu en disant voici j'étais beaucoup sur le terrain, je suis devenu une sorte de camionneur, je l'ai pris de l'intérieur, etc., etc. Puis là, en tout cas, sur le plan méthodologique, là, ça posait quelques soucis, mais Bernard m'a défendu jusqu'à la fin, puis j'ai obtenu mon doctorat. C'était le début d'une amitié. Il n'a pas juste été directeur de thèse. Il y a une sorte de... Et ce qui est intéressant, c'était la complémentarité. C'est qu'on a saisi tous les deux que ensemble, on faisait une unité qui n'existait pas si on était séparés. C'est-à-dire, il était tellement différent de moi, Bernard, que c'en était caricatural. Mais on avait une communion intellectuelle, mais on avait une séparation culturelle profonde. D'abord, moi, je viens de Pointe-aux-Trembles. Puis, ce que je vais vous dire, je l'ai souvent révisé avec lui. Lui vient d'une famille, avec ce que j'ai raconté sur ma jeunesse, moi je viens d'une famille athée, anticléricale, etc. Lui vient d'une famille, la famille Arcan, les trois frères Arcan et la sœur Arcan, en fait, c'est chez eux plus catholique que ça, tu mourrais. C'était pieux, je pense que leur mère voulait être carmélite. En tout cas, c'est une maison de crucifix, d'encens, de messes. C'est lourd, la religion chez les Arcans. En plus, moi, je viens de Pointe-aux-Trembles, qui est peut-être la place qui était la plus laide de la province de Québec, mais même, je dirais, la plus laide de l'Occident, avec peut-être la banlieue de Pittsburgh. Là. Il y avait nous autres, puis Pittsburgh, là, on compétitionnait pour la laideur urbaine. Lui, il vient du village le plus beau du Québec. Il vient de Deschambault. Plus beau que ça, tu perds connaissance. C'est une image d'Épinal, ça. Lui est grand, moi je suis plutôt petit. Il est frisé, j'ai pas de cheveux. Il y a tout pour lui. Moi, j'ai rien. Puis on est comme ça. Puis ça va plus loin. Il est savant, il est académicien, il est beaucoup plus respectueux des conventions. Moi, je respecterais. Puis il sait que je peux faire toutes les transgressions pour la création. C'est un moteur de création là, qui marche. Il y a une petite batterie qui marche tout le temps, là, qui dit qu'il ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une barrière. Là. Et il adore ça. Autrement dit, il va trouver ça bon. Moi, je me rassure avec lui. Lui, il s'aventure avec moi. C'est un peu ça qu'on est devenus tous les deux ensemble. Et à cette époque, j'écris mon doctorat. Je me rends compte que j'écris, que j'ai la pulsion d'écrire, que j'aime écrire, puis que j'aime écrire à ma manière. Donc, évidemment, c'est à cette époque que je vois un style, je vois une signature. Moi-même, là, je peux me reconnaître dans mes textes, là, puis savoir, ça, c'est un de mes textes. C'est la marque de l'écrivain. Là, donc, je sais que je vais écrire, je sais que je vais... et j'ai un doctorat. On est en 1980. Qu'est-ce que je fais?
un doctorat sur les routiers au long cours. Puis j'ai une maîtrise sur la classification animale des Inuits de Mingan. Puis j'ai pas une maudite scène. J'ai jamais eu vraiment de bourse parce qu'il n'y a personne qui m'a donné des bourses pour étudier, pour être 2 ans sur la route, dans le Nord. Je rentrais dans aucune catégorie de recherche. Il n'y a personne qui avait fait ces recherches-là en anthropologie. Donc, j'étais pas subventionné. Donc, j'étais pauvre comme job. J'avais 33 ans. Pas une maudite scène. Mais j'étais marié, moi. J'avais un enfant. Donc, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai pas d'argent, mais vraiment pas d'argent, il faut que je travaille. Alors, j'avais commencé à cette époque à être très actif dans le travail à contrat. L'abbé James m'avait donné, j'avais eu des contrats, j'avais eu des contrats chez les Cris, j'avais eu des contrats chez les Inuits. C'était souvent des études en ethno-histoire ou des études qui étaient conformes à ce que je faisais sur les classifications animales, des études en savoir animal, en relation avec les animaux, etc. C'est à cette époque où j'étais embauché. Là, j'ai voyagé beaucoup. Mais c'était pauvre quand même. C'était payé, mais tu tirais le diable par la queue. Mais juste assez pour vivre et survivre. J'aurais aimé ça mourir à l'époque, mais il y avait toujours un petit quelque chose qui te faisait un petit peu d'oxygène. Alors, j'ai travaillé au Yukon. J'ai travaillé dans le territoire du Nord-Ouest. J'ai travaillé au Yukon, la commission lycéque. Et là-bas, c'était comme ici, c'était les pipelines au lieu de la baie James. Alors, c'était des études d'impact, c'était des conflits, des études en ethno-histoire. J'ai connu beaucoup de gens à l'époque. J'ai connu des consultants dans différents domaines, dans les domaines des sciences naturelles, des sciences biologiques, dans le droit. Il y avait des équipes de consultants dans l'Ouest. Alors, on avait établi un réseau. Un petit réseau. D'ailleurs, on se retrouvait souvent. Un réseau de mercenaires là, qui arrivaient, paf! Un avocat, un biologiste, un anthropologue, puis on se retrouvait, puis on travaillait pour le gouvernement fédéral ou pour les organisations autochtones. Peu importe. Aussitôt qu'il y avait des fonds de recherche pour les études d'impact, on était là-dedans. Quand j'ai eu mon doctorat, j'avais beaucoup d'expérience déjà. J'avais beaucoup d'expérience. J'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'avais 5 ans, 6 ans d'expérience de contrat de gauche, de droite. Et là, j'ai pensé, au début des années 1980, j'ai eu cette irresponsabilité, cette folie. Mais encore une fois, c'est justement là, par rapport à Bernard et mes mauvaises décisions puis mes aventures. J'ai eu des offres pour enseigner à l'université à l'époque parce que mon doctorat, quand même, n'a pas passé inaperçu. Il faut quand même que je raconte ça. Je soutiens ma thèse de doctorat à l'Université McGill. Il y a un petit encart dans le devoir. Serge Bouchard va soutenir sa thèse à telle heure, à tel endroit à l'Université McGill. Les camionneurs au long cours. Au Batèche. C'est assez original, ça. Camionneur, c'est drôle de sujet, l'anthropologie, doctorat, camionneur au long cours. Ça suscite la curiosité. Donc, dans le public, il n'y a pas seulement des étudiants, il n'y a pas seulement... il y a des journalistes. Et puis, il y a un cinéaste qui est là, qui est dans le public. Et c'est Bernard Gosselin. Donc, c'est toute la tradition de l'ONF. C'est Pierre Perrault, c'est toute la grande tradition du documentaire de l'ONF. Puis Gosselin, c'est un type qui fait du documentaire, mais qui est surtout un génie de la caméra. C'est un des grands caméramans de l'ONF. Et lui, il me téléphone après la soutenance, puis il est à l'ONF, puis il me dit je veux absolument qu'on achète les droits pour les camionneurs. On fait un documentaire sur ta thèse. Ah ben là, je suis content, là. Je suis jeune, on fait un documentaire, je vends mes droits, 5 000 $. Hey, je me souviens encore de 5 000 $. Pour moi, c'était 500 000 $. 5 000 $. Hey, regarde, de l'ONF, puis on va tourner. Puis avec pas n'importe qui, d'ailleurs, Bernard Gosselin avait une belle réputation. On a été sur le terrain, on a organisé, j'ai trouvé mon informateur le plus spectaculaire, parce que lui, il voulait à l'écran
l'informateur camionneur, puis j'avais trouvé et puis c'était vraiment un très, très grand personnage parmi les camionneurs du Nord. C'était Magella de Roy. On peut en parler avec beaucoup de Magella de Roy, de Sainte-Anne-des-Monts. Sur son camion, lui, c'était écrit « Le Roi du Nord ». Et puis, c'était un type formidable, puis il parlait, puis c'était beau. C'était un type sans éducation, qui n'avait pas été à l'école, c'est un chauffeur de vanne, mais tradition orale. C'était tellement beau quand il parlait. Puis il parlait au camion, puis il parlait le langage des camions. Puis puis alors on allait tourner le film. Qui ne s'est jamais tourné? Parce que ça a fait comme une crise cardiaque à un moment donné. Au moment où on commençait le tournage, le budget est disparu. Et il est disparu au profit d'une grande production de l'ONF qui a manqué de l'argent. C'était un film de Gilles Carle, Maria Chapdelaine. Alors, ils ont ratissé l'argent, ils ont enlevé ça à Gosselin. Gosselin il a failli en mourir. On n'a jamais tourné le film. J'ai toujours haï le film Maria Chapdelaine de Gilles Carle, pour ça. Une mauvaise foi, mais évidemment, je l'ai encore. Puis j'ai haï ça, Maria Chapdelaine, pour mourir, de toute façon, comme concept. Mais le film sur les camionneurs, c'est jamais tourné à l'époque. Là, j'ai eu une première euphorie, une grande déception. Mais je veux écrire, j'aurais aimé ça faire le film. On ne sait pas trop ce que je vais faire avec l'anthropologie. Il y a des contrats qui se présentent, Paf! J'étais à l'Université McGill, j'avais connu des gens à l'Université McGill, j'avais connu des gens importants à l'Université McGill. J'avais connu Roger Potier, qui était à McGill, mais qui était à Laval, puis qui était beaucoup mon maître à penser pour consolider un peu moi, j'appellerais ça ma délinquance positive. Il m'encourageait énormément à ne pas concéder au monde académique, c'est-à-dire à aller dans ma voie. Puis j'avais connu à McGill Ignatius Larusic. Drôle de nom, Ignatius Larusic. C'était bien bizarre de gars que j'ai toujours aimé, que je vois plus aujourd'hui, mais qui était une curieuse créature sur Terre, qui travaillait chez les Cris, qui avait travaillé chez les Cris de Waswanipi. Et j'avais connu Richard Salisbury. Lui, c'était une institution, Richard F. Salisbury. Je pense que c'était un Australien. Il avait travaillé puis il était reconnu, puis ça, c'est une caricature, mais pour avoir trouvé des peuples qui n'avaient jamais vu d'homme blanc, là, c'est toujours le mythe. Mais Richard Salisbury, c'était quand même un gentleman, puis tout ça. Puis ensemble, la Rusic, le Rusic, Salisbury et moi, et Sylvie Vincent, avec qui je travaillais, on a décidé qu'on formerait une firme. Là, c'était très, très spectaculaire. On ne sera pas à l'université, on ne va pas enseigner au cégep, on ne sera pas fonctionnaire, on ne sera pas ci, on ne sera pas ça. On se fait une entreprise. L'anthropologie existe de plein droit, devrait exister sur la place publique. On est des gens utiles. On va avoir une compagnie sur le marché avec la compétition, puis on fait ça. Ça a créé un petit bureau d'anthropologue conseil. Donc, on a été vraiment innovant là-dedans. Là. Ça s'appelait d'un nom horrible SSDCC. Mais c'était Social Science Development and Cultural Change. C'était une petite unité de recherche de l'Université McGill. Mais c'était des lettres. Puis finalement, on n'a pas changé. On aurait dû se trouver un autre nom, mais on ne l'a pas changé. Ça a été ça. Moi, j'ai travaillé là-dedans 8 ans. Je me suis crevé. Puis les autres aussi. On s'est crevé. Mais on a eu jusqu'à 12 anthropologues à notre emploi au moment les plus... Mais on n'était pas des hommes d'affaires. 2, c'était très fatigant. 3, on avait de la compétition. Puis la compétition, elle était des maisons de sondage. Qui est curieux, hein? On se faisait voler des contrats par des maisons de sondage. C'était, sur le terrain, c'était la guerre du qualitatif contre le quantitatif. Pas compliqué. Nous, on disait, on s'en va sur le terrain, on va aller étudier, on va faire un rapport diagnostique sur ce qui se passe sur le terrain avec votre problème. Puis là, l'autre arrivait, puis il disait, pas besoin, on va faire un sondage, puis on va faire la même chose. Alors, nos clients, c'était Hydro-Québec, c'était toutes sortes de grandes organisations.
On s'est fait tuer par les compagnies comme les Léger de ce monde. D'ailleurs, aujourd'hui encore, tu sais, si tu veux savoir c'est quoi l'état de la société québécoise, c'est quoi son identité, tu vas demander au sondeur. Tu ne demanderas pas à l'anthropologue, tu vas demander au sondeur. Le sondeur va te dire, je vais te donner les 36 cordes, les 36 choses que c'est ça en québécois. Tu sais. Bon, ben là, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il te l'a dit, il te l'a dit. Bon, mais la guerre quantitative, la statistique, enfin, les mesures de sondage versus les études qualitatives, c'était ça à l'époque. Mais de toute façon, moi, après 8 ans, j'étais crevé, puis je faisais pas d'argent. On faisait pas d'argent. Salisbury était universitaire. La Russie qui n'avait pas besoin d'argent, c'était un original qui vivait avec un cure-dent, puis tu sais, mais moi, j'étais marié, il fallait que ça roule. Après 8 ans, j'ai abandonné, de guerre lasse. C'est l'argent qui m'a fait abandonner, d'autant plus qu'on m'a fait une offre. Là, je suis un peu dans les récits linéaires, mais néanmoins. À un moment donné, après 8 ans, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné et qui me dit il y aurait un poste d'anthropologue dans l'école de gestion de l'Université du Québec à Montréal. Là, c'était une nouvelle époque qui commençait où les gestionnaires commençaient à se penser. Puis ça, c'est très important dans ma vie. Les gens de gestion qui s'intéressent à l'anthropologie. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux sciences humaines, mais les gens de gestion, on le sait, se sont intéressés à ça depuis longtemps, mais par le biais de la psychologie industrielle. Mais là, ils découvraient l'anthropologie. Donc, il y avait une vague. Là. Donc, les HEC, l'École d'administration de l'Université du Québec, ouvrent un poste Alors, je deviens professeur d'université en 1980, pour la première fois de ma vie, à l'âge de 40 ans, professeur d'université, dans l'institution, avec tout ce que ça veut dire, un bureau, un chèque qui rentrait, un vrai chèque là, qui rentrait tous les 15 jours, avec des déductions, et j'ai commencé avec amphithéâtre, et j'avais des livres pour enseigner, qui étaient des livres du behaviorisme, c'était du comportement, donc du comportement culturel, du behaviorisme culturel. Et j'ai commencé en leur disant à tous les étudiants, j'en avais 120, j'ai commencé en leur disant, prenez ces livres-là, jetez-les aux poubelles. Donc là, le délinquant qui rentre en force, qui dit, garde, tout ce qu'on vous a dit, ça ne vaut rien. On va recommencer à zéro, on va faire de l'anthropologie, de la vraie anthropologie. On ne fait pas de psycho, patente, de ci, de ça, puis de tests, puis de... Ouais, regarde. Ça commençait bien. Et j'haïssais ça. Je connaissais ça, parce que j'avais été chargé de cours, je dois le mentionner, entre 1980. Pendant que j'étais en affaires avec mon bureau conseil, avec Salisbury, avec Laroussique puis Sylvie Vincent, je donnais des cours, j'étais chargé de cours. Je regrette tellement aujourd'hui, je voudrais étrangler les responsables de ça, c'est l'Université Laval, en anthropologie. Je partais de Montréal. J'allais à Québec donner mon cours. Je revenais à Montréal. J'avais des contrats, j'étais occupé. À chaque semaine, j'allais donner mes cours à Laval. Mais quand je regarde les salaires qu'ils me versaient, je veux tuer. Seulement, ils me donnaient peu d'argent. Mais j'en avais besoin. Alors, je donnais un cours de 45 heures pour des peanuts à l'époque. J'ai donné idéologie et culture, introduction aux réalités amérindiennes, des cours assez bien remarqués à l'époque. Les étudiants les avaient très, très appréciés. Mais j'étais en anthropologie. Donc, j'aimais enseigner. Mais j'aimais enseigner comme un animal sauvage, j'aimais enseigner. J'aimais enseigner parce que le moment que j'aimais, c'était parler aux étudiants. C'était le magistral. C'était être devant les étudiants. Puis, ouais, on y va. Tout ce qu'il y avait autour, j'aimais pas ça. Mais là, j'étais à l'Université du Québec, j'étais pris au piège, dans le filet. Là, c'était beaucoup plus que de parler aux étudiants. Il y avait tout ce qui venait avec. Il y avait les autres profs, il y avait la culture de l'université, il y avait
Je détestais ça. Je voulais mourir. Je me levais le matin, je voulais plus, je voulais m'acheter un gros camion pour m'en aller en Californie, charrier des pamplemousses. C'est ça que je voulais à l'époque. J'ai détesté ça, mais ça n'a pas duré longtemps. De toute façon, ils m'auraient mis à la porte. Mais ça n'a pas duré. Ça a duré un an. Mais ce qui m'a sauvé, c'est qu'on m'a téléphoné pendant que j'étais là-bas. Pendant que les gens me remarquaient, puis me voyaient aller ma carrière, me trouvaient curieux. Un chasseur de tête qui m'avait vu, quelque part. Je reçois un coup de téléphone, je m'en rappelle. Bonjour, monsieur, je suis monsieur Louis Berlinguet, directeur de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec. Je suis un biochimiste. M. Bouchard, on a des services de recherche en sciences humaines à l'intérieur de notre institut. On cherche un directeur de... C'est vous. Alors, j'ai été manger avec lui. C'est souvent ce qui m'est arrivé dans ma vie. Moi, je ne l'ai pas sollicité, rien. J'ai été manger avec lui, il m'a offert... Et là, c'était un bon salaire. Là, c'était la première fois de ma vie là, que quelqu'un me disait, là, paf, c'était un salaire, je sais pas, là, ça allait chercher pas loin de 100 000 $ par année, puis t'es directeur de recherche, puis t'as un gros bureau de coin dans un gratte-ciel, puis c'est sciences humaines, puis santé et sécurité au travail, puis je suis rentré là-dedans, hein, mais moi, je voulais surtout m'évader de l'UQAM, m'en aller de l'UQAM. Alors là, je suis arrivé là, et j'ai été motivé, j'ai essayé de changer les méthodes de travail en santé et sécurité, des méthodes de recherche en santé et sécurité du travail, des gros dossiers, avec des gros dossiers dans le domaine de la foresterie, dans le domaine... mais je ne cadrais pas. J'ai revu M. Berlinguet beaucoup plus tard, il m'a dit, t'étais vraiment pas dans ton... mais pas, je t'adorais quand même, là. T'étais bien bon, là, on savait que t'étais bien bon, mais t'étais pas là. J'avais pas de respect des patrons. Je respectais pas tellement les patrons. Quand ils me disaient, oui, mais là, il y a un conseil patronal, puis il faut marcher sur les pieds. Je dis, regarde, le conseil patronal, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, ce que je sais, c'est que quand il y a du monde qui meurt, on est supposé s'énerver, là, tu sais. J'étais sincère, j'étais trop naïf. Encore une fois, j'étais trop naïf. Là, je voulais que ça... Je pensais qu'on était vraiment en santé et sécurité du travail. Disons que j'ai pensé ça. J'aurais pas dû. Mais j'étais 3 ans. Mon contrat était de 5, j'en ai fait 3. Avant qu'ils me mettent dehors, je suis parti. Parce que là, les conflits étaient... Et là, je suis parti, puis c'est des périodes très intenses dans ma vie. C'est drôle comment toutes les choses s'emboîtent. Hein? Là, je suis à l'Institut de recherche en santé et sécurité, etc., etc. Je suis remarqué par un homme qui va changer ma vie aussi, à cette époque. On est rendu dans les années 1990. Vous voyez, on chemine. On est rendu dans les années 1990. Et là, je suis invité à prononcer une conférence au HEC. C'est Alain Chanlat, professeur au HEC. Alain Chanlat, français d'origine, qui est issu depuis des temps immémoriaux. Et puis, il me dit, puis il me suit. Et lui, ce qui l'a intéressé, c'est ma thèse de doctorat à l'époque. Bon, là, je reviens un peu. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, il y a eu des articles dans les journaux, c'est ça. Il y a eu, le cinéaste était présent, mais il y avait des journalistes aussi, il y a eu des articles dans les journaux. Ah oui, monsieur, il fait une thèse. Bon. Lui, il l'avait vu. Puis il m'avait envoyé, sans me connaître, il m'avait envoyé un étudiant au doctorat qui venait d'arriver au Québec, un Algérien, Omar Aktouf, qui venait d'arriver au Québec, puis qui voulait faire une thèse de doctorat en utilisant mes méthodes. Mais le type est au HEC, ça va être une thèse au HEC. Alors, il s'en vient au Québec, il va étudier un milieu ouvrier, un milieu manufacturier, il veut utiliser mes méthodes, il vient me voir, Omar Aktouf. Éventuellement, bon, on est devenus amis. Puis Omar Aktouf va devenir un professeur très apprécié au HEC. Il va faire une carrière internationale, puis tout ça. Mais Alain Chanlat, il commence à m'inviter au HEC. Puis à un moment donné, puis je vais être obligé de terminer là-dessus parce que là, ça ouvre tout un pan international. Il m'invite à... Il y a juste un Alain Chanlat pour penser à un truc comme ça. Il y a un colloque international de gestion au HEC.
avec des Américains, des Français de France, des Sud-Américains, sur le métier de patron, le métier de dirigeant. C'est un colloque international. Pour la conférence d'ouverture, il demande un anthropologue. Je dis, c'est fascinant. Alors. Il faut vraiment avoir l'esprit créatif. Serge Bouchard va venir avec grand écran, traduction simultanée, toute la patente. Et je rédige une conférence originale qui s'appelle Pardon à l'imaginaire. C'est ça le titre. Et je viens faire l'éloge de l'imaginaire dans l'acte de diriger. Et ça a fait, paf, on dirait en français, de France, un tabac. Les gens étaient « wow ». Et là, à partir de là, je m'ouvrais une carrière internationale.